Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va revenir sur la deuxième étape de l'étoile de Bessèges, étape un petit peu particulière, on va revenir là-dessus. Si vous n'avez pas suivi cette journée particulière du côté de Bessèges sur cette étape, voilà, avec un scénario un petit peu atypique, on va revenir là-dessus. Donc vidéo un petit peu particulière qui je pense va être assez courte, ça va pas être un gros débrief vu qu'il n'y a pas de résultat aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la décision, ce que vous pensez surtout de l'arrivée. Parce que pour ceux qui ont vu la course, on est passé une fois au même endroit. Et on reviendra là-dessus également au niveau de l'organisation. Puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Il y a en ce moment le Saudi Tour. Sur le Tour de la Communauté de Valence, on fera un débrief global de la course. Alors déjà, en ce moment, j'ai pas Internet. Et même si j'avais eu Internet, en termes de possibilité de regarder la course, c'est un petit peu compliqué. Donc on va essayer de faire un débrief global, mais même ça, je ne suis pas sûr, parce que comme j'ai pas de connexion Internet, pour récupérer les étapes, c'est un petit peu compliqué. On commence tout de suite avec et EPS 2.0, demain épisode sur Spotify de l'épisode numéro 8. Et vous pouvez retrouver les 7 premiers épisodes gratuitement, je rappelle, sur Spotify. Et également sur Encore. Voilà. On commence tout de suite avec cette étape de l'étoile de Bessèges. Donc nous étions à 22 km de l'arrivée, après une étape qui avait été déjà assez nerveuse. À ce moment-là de la course, pour expliquer, il y avait deux groupes. Nous avions un groupe, un premier peloton et un deuxième peloton. En fait, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, il y a eu une bordure qui, dans un premier temps, a permis à une dizaine de coureurs de s'échapper, qui avait cette dizaine de coureurs une quinzaine de secondes sur un premier peloton et 35-40 secondes sur un deuxième peloton. Au bout de 5-6 km, parce que en fait, le vent de côté n'était vraiment que sur une portion de course, sinon la majorité du circuit était quand même plutôt vent de face, plutôt vent défavorable. Le premier groupe d'échappés avec une dizaine de coureurs, il y avait notamment Vartra, il y avait je crois Watson, je ne sais plus s'il n'y avait pas Polas également dans ce premier groupe, a été rattrapé par le premier peloton. À ce moment-là de la course, on avait donc un premier peloton et un deuxième peloton. L'écart commençait à se réduire, on était monté à 35-40 secondes et puis on était quasiment à avoir deux pelotons réunis au moment où, à 22 km de l'arrivée, alors qu'on passait dans un faux plat descendant, il y avait un pont sur le circuit qui rétrécissait la chaussée. Et là, ça a été un carnage à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on en a eu un petit peu partout. Alors, les images, on les a eues en retard, tout simplement parce qu'à ce moment-là, la chaîne L'équipe était en pause pub. La chaîne L'équipe qui a tendance à faire quand même une pub. Je sais même pas s'il y a un quart d'heure entre deux pubs. Faudrait vérifier parce que faudrait... Je rappelle que normalement, la règle du côté du CSA, c'est une pub tous les quarts d'heure. C'est ce que j'ai... Enfin, normalement, quand il y a une vidéo d'un quart d'heure, par exemple, sur ma chaîne, vous n'avez qu'une pub dans une vidéo d'un quart d'heure intégrée dans la vidéo. Là, c'est vraiment, ça tourne fort là, au niveau des pubs du côté de la chaîne L'équipe. C'est un petit peu même du n'importe quoi, parce que des fois, on a plus de pubs que de courses. Et donc, à ce moment-là, ça a été vraiment chaotique avec... Enfin, voilà, il y en a eu partout. Vous avez Cosnefroy qui arrive avec du retard. Vous avez un coureur de la FDJ qui est tombé très lourdement. Un coureur de Team Flanders également qui est tombé très lourdement. À ce moment-là, la route était complètement obstruée. Impossibilité pour les voitures de directeurs sportifs de passer, impossibilité pour n'importe quel véhicule de passer, vu que le pont était complètement bouché. À ce moment-là, on a donc décidé de neutraliser complètement la course, ce qui est une règle habituelle. C'est ce qu'on avait vu notamment avec William Bonnet. Quand la route est complètement obstruée, c'est ce qu'on a vu avec les manifestants, notamment cette année lors du dernier Tour de France. On arrête la course. C'est le passage à niveau, notamment sur des épreuves de classique flandrienne, parce qu'il y a souvent des passages à niveau sur les flandriennes. Enfin voilà, c'est quelque chose de assez, je dirais pas régulier, mais c'est pas un truc non plus forcément hyper exceptionnel d'avoir une course neutralisée. Par contre, ce qui est beaucoup plus exceptionnel, c'est que la course n'est absolument pas repartie. C'est-à-dire que les coureurs ont fait les 22 derniers kilomètres
Il faut savoir que j'ai un petit peu arrêté avant, là, les 16h52 au moment où j'enregistre, mais voilà, j'ai arrêté de regarder à 16h30. Les coureurs sont repartis avec une course totalement neutralisée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résultat ce soir de l'étape. On garde le classement général de l'étape de la veille, donc pour aujourd'hui, avec ces problèmes du côté de cette étape de l'étoile de Bessèges. Alors, est-ce que les organisateurs ont bien fait d'arrêter la course? Oui. Totalement. Déjà parce que la route était complètement obstruée. Donc il fallait prendre la décision très rapidement. C'est ce qu'a fait l'organisateur, de prendre la décision très vite. Parce que on aurait pu avoir un peloton et une course qui soit étalée sur 3, 4, 5 km, ce qui en termes de sécurité est problématique. Surtout que je rappelle que c'est pas ASO qui organise l'étoile de Bessèges, hein, c'est un organisateur indépendant, donc forcément moins de moyens autour de la course, donc c'est un petit peu plus problématique dans ce genre de cas. C'est pour ça qu'on a pas mal d'arrivées en circuit, tout simplement parce qu'un circuit demande à gérer moins de kilomètres qu'une étape en ligne. Donc c'est pour ça qu'on a 2-3 circuits, notamment sur l'étoile de Bessèges, parce que ça permet de couper moins de routes. Même si on les coupe plus longtemps, c'est un peu plus facile à gérer pour un organisateur indépendant, encore une fois, qui a moins de moyens que ASO. Pourquoi c'est une bonne chose aussi? Parce que de toute manière, on a des blessés. Voilà, hein, sur cette étape, vu la chute, forcément on a des blessés. Les coureurs ont tous eu du mal à repartir. Et même d'un point de vue psychologique, on voyait tous les coureurs discuter énormément. Ils étaient affectés. En plus, on est quand même en hiver. On a deux autres soucis. La luminosité, c'est-à-dire qu'on allait repartir à 16h30, 16h peut-être 40. Il reste encore 22 km, c'est-à-dire 30 minutes de course. C'est-à-dire ça faisait arriver à 17h10, 17h15. En termes de luminosité, on commence à être un petit peu limite dans ce genre de situation. Les coureurs étaient extrêmement perturbés par cette chute. Hein. On a vu notamment Valentin Ferron qui s'est retrouvé à Califourchon, voilà, sur le parapet, vraiment accroché au parapet, enfin voilà, avec les pieds dans le sol. Les pieds plutôt en l'air, pas les pieds au sol. Donc c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Donc au niveau psychologique, je pense que c'est une bonne chose. Au niveau physique aussi, parce que les coureurs se sont refroidis. On est en hiver, il fait 10 degrés. Dès que vous vous arrêtez, que vous êtes en t-shirt short, forcément vous vous refroidissez. J'espère même que des coureurs n'auront pas attrapé un peu froid pendant ce moment d'attente. Et puis de toute manière, eh bien, il n'y avait plus d'ambulance. Et on ne peut absolument pas faire repartir une course sans ambulance. Encore une fois, l'étoile de Bessèges, c'est pas ASO qui gère. ASO, ils ont d'énormes moyens et ils ont un système qui est bien en place depuis des années. Surtout, ASO a énormément fait progresser son système depuis qu'ils organisent également le Dakar. Et le système les médecins qui sont sur le Tour de France sont également les médecins du Dakar. C'est Florence Pommery qui gère le PC médecine, on va dire. C'est elle qui fait la régulation. C'est une personne qui, je crois en temps normal, travaille au SAMU et qui gère la régulation pendant le Tour de France. Parce qu'il faut savoir que oui, elle est dans la voiture médicale, mais qu'il n'y a pas seulement qu'une voiture médicale. Il y a 2 voitures médicales et à l'arrière de la course, vous avez énormément d'ambulances qui sont des ambulances privées. C'est-à-dire qu'on va louer les ambulances pendant une journée. C'est un coût dans l'organisation. Alors, c'est ce que fait l'étoile de Bessèges. Hein. Ils ont des ambulances, mais ils n'en ont pas 150. Et surtout, contrairement au Tour de France, où il y a un système d'hélicoptère qui peut quand même intervenir assez rapidement, c'est pas le cas sur l'étoile de Bessèges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système hélico sur l'étoile de Bessèges et que l'hôpital le plus proche est Nîmes. Or, on est dans le Gard, on n'est pas dans le coin où il y a le plus d'hôpitaux de France. Et forcément, ça voulait dire qu'avoir des ambulances, si vous avez loué 5 ambulances et que votre 5 ambulances sont prises pour faire un transport jusqu'à Nîmes et qu'il faut attendre qu'elle connaît au moins 2 ou 3 qui reviennent pour faire repartir la course. Alors il y avait peut-être 30 minutes, le temps d'inscrire le mec à l'hôpital aux urgences, ça t'en prend toujours un peu de temps, surtout si c'est pas des urgences notamment, sont des urgences relatives. Forcément, on ne pouvait pas repartir dans ces conditions-là. Et je trouve que l'organisateur, malgré le fait que ça ne soit pas ASO derrière, eh bien, fait preuve d'une énorme rapidité de décision. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, je trouve qu'il y a quand même des aspects négatifs sur cette étape et je vais revenir. Déjà, au niveau du pont, je trouve qu'au niveau du pont, on aurait peut-être pu mettre un élément lumineux ou même de la bombe, peut-être de la peinture bombe au niveau du pont.
c'est peut-être marqué un gros attention sur la route avec de la bombe pour montrer que là c'était une zone qui pouvait être dangereuse. Parce que quand vous passez à 40 à l'heure, c'est pas dangereux. Par contre, quand vous passez à 60 à l'heure, ça devient dangereux. Un rétrécissement, n'importe quel rétrécissement sur la route devient dangereux. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la route s'est rétrécie, le peloton s'est compressé, et forcément dans ce genre de cas, il y a des contacts et il y a des coureurs qui tombent, et c'est ce qui a fait ce micmac de vélo sur la route. Donc je pense que là, on aurait pu faire mieux sur l'annonce du pont. Je trouve qu'on n'a pas fait assez. C'est vrai qu'il y avait 2 bords blancs au niveau du pont, mais c'était pas assez significatif au niveau visuel. Donc peut-être qu'il aurait fallu mettre de la bombe sur la route, ou peut-être, je sais pas, mettre des ballots de paille avant le pont pour indiquer que voilà, là ça allait être dangereux à ce moment-là et que la route allait se rétrécir. Il fallait, je pense, mieux l'indiquer du côté des organisateurs. Et puis surtout, je trouve qu'au niveau de cette étape, on a fait une arrivée qui était très dangereuse, et c'est pour ça que je suis presque content que l'étape n'arrive pas au bout. Parce qu'il y avait 2 épingles dans le dernier kilomètre, donc c'est quasiment sûr qu'on aurait pu avoir une catastrophe. Il y avait en plus un dos d'âne également dans les 150 derniers mètres, donc je trouve que l'arrivée n'était pas dans mes standards de sécurité. Je trouve l'arrivée était très dangereuse, surtout que l'approche de l'arrivée, même les 5-6 derniers kilomètres, il y avait des passages de ville qui étaient extrêmement tortueux, extrêmement compliqués, donc je trouve que en termes de sécurité, là, il y avait un problème sur cette arrivée d'étape, et donc je suis presque content, on va dire, hein, bien entendu, là on est bien entre guillemets, que l'étape ne soit pas allée au bout, parce qu'encore une fois, les 20 derniers kilomètres, je pense qu'on aurait eu de nouveau des grosses chutes, et encore une fois, en termes de sécurité, c'est totalement raisonnable de la part de l'organisation. J'espère qu'il n'y a pas eu de gros blessés, mais forcément c'est une inquiétude qu'on peut avoir, vu qu'on nous a dit que les ambulances n'étaient pas disponibles. Donc j'espère qu'il n'y a pas de gros blessés, qu'on est plus sur des... Ah, ça reste quand même des trucs qui sont très chiants, hein, des clavicules, mais j'espère qu'il n'y a pas des fractures de vertèbres ou des problèmes au niveau du genou. Et j'espère surtout que tous les coureurs qui ont été impliqués sur la chute et qui sont repartis ne vont pas avoir des problèmes, qui vont se réveiller pendant la nuit, ce qui peut arriver, notamment des douleurs au genou, des douleurs au niveau du dos, qui parfois ne sont pas présentes à chaud, mais peuvent arriver à froid. Mais voilà, accident très spectaculaire, assez choquant quand même, il faut le dire, et je pense que voilà, il fallait revenir là-dessus sur cette étape. On va parler de l'étape numéro 3. Demain, c'est une étape, déjà il y aura encore du vent demain, ça faut le prendre en compte, hein. De toute façon il y aura du vent tous les jours sur cette étoile de Bessèges, mais l'étape 3, c'est l'étape de Bessèges, un classique, challenge Raymond Poulidor. Et on aura 3 passages du côté du col des Brousses, qui est un col de 2,4 km à 5,1 de moyenne. C'est une côte, hein, c'est pas un col spectaculaire. Vous avez également le col de Trédy, qui n'est pas au classement de la montagne, mais qui fait quand même 2,8 km à 6,2 de moyenne, qui lui est 10 km avant. Et puis vous avez la côte de Méjeanne, le Clap, 7,8 km à 2,9 de moyenne, qui est une côte de deuxième catégorie. On va tourner autour de Bessèges demain sur l'étape de vendredi, l'étape numéro 3. C'est toujours une étape spectaculaire. Le parcours comme ça, on a l'impression qu'il ne paye pas de mine. C'est un peu toujours comme ça sur l'étoile de Bessèges. Certes, samedi, c'est costaud avec l'arrivée au Mont Bouquet, mais cette étape-là, elle est toujours très spectaculaire. On a rarement 50 coureurs au sprint à l'arrivée, donc il va falloir vraiment se méfier, et encore plus s'il y a du vent sur cette étape autour de Bessèges. Bon, voilà, j'espère qu'on a été clair, concis sur cette étape. Voilà, que vous avez toutes les clés en main maintenant pour comprendre ce qui s'est passé sur cette étape numéro 2 de l'étoile de Bessèges. Du côté des classements qui sont dans la description, je rappelle qu'il y a toujours les classements dans la description sur chacune des vidéos. Ceux qui me demandent affiche le classement sur l'écran. Le problème, c'est que si j'affiche le classement à l'écran, vous ne voyez plus ma tête, hein. Si vous voulez avoir les 20 premiers, c'est un petit peu compliqué. Vous ne voyez plus du tout ma tête. Et c'est pas très beau, je trouve. En plus, parfois, quand je mets Pro Cycling Stats, pas le truc le plus joli au monde non plus. À l'écran. Mais ce que je voulais notifier, c'est qu'à part pour le classement de la montagne, il n'y a aucun changement du côté du général pour cette étape numéro 2, vu qu'il n'y a pas de classement, il y a juste des modifications au niveau du classement de la montagne, vu qu'il y a des points qui ont été distribués et que c'est le coureur de Team Flanders qui se retrouve désormais en tête. Je vais retrouver son nom, c'est pas Van Carlsberg. Ah oui, parce que là je suis sur le Saudi Tour. Donc forcément ça pouvait pas le faire. J'étais pas sur la bonne course. Sur cette étoile de Bessèges, c'est je vais rater le nom, donc c'est pour ça que je veux le retrouver. Je vais être sûr, c'est Vito Bratt.
Voilà, le coureur de Team Flanders Baloise qui est en tête du classement de la montagne. Sinon, du côté des autres classements, pas de changement au niveau du général. Ah oui, puis je voulais signaler pourquoi aussi c'est une bonne chose qu'on n'ait pas fait repartir la course, parce que il y avait un problème pour faire repartir la course, c'est de savoir qui était dans quel groupe. Alors certes, les deux pelotons étaient assez proches, mais c'était pas encore totalement regroupé et ça aurait été compliqué de savoir qui était dans le groupe numéro 1 et qui était dans le groupe numéro 2. Donc là où il y avait aussi un problème de ce côté-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, on se retrouve à 21 h pour l'étoile de Bessèges. Là, voilà, horaire un petit peu particulier du fait des circonstances un peu particulières de course. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!